Bonsoir, amis du web, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis un bon moment dans Objectif Direct. Nous sommes encore là pour une autre émission, la deuxième de l'année 2015. Voilà, on avait fait notre entrée ici et on est toujours au Kikis restaurant, du 9 de la rue Dampierre, dans le 19e arrondissement de Paris. Pour cette émission de février, nous recevons deux grandes figures de la presse africaine. Voilà. Mais avant d'abord de les présenter, que vous les apercevez sous la caméra, avec bien sûr la lumière de la caméra de Pierre Tau, je suis avec Nada. Nada, bonsoir. Bonsoir, Roman. Comment tu vas? Je vais toujours bien. Ah. Et toi? Bah, apparemment, oui, ça va. Ça va. Ok. Je vous le disais tantôt, amis téléspectateurs, nous sommes donc avec deux grandes figures de la presse africaine. Ici, c'est mon côté gauche, non, Nada? Droit. Ah, c'est mon côté droit, d'accord. À ma droite, Jean-Paul Oro. Jean-Paul Oro est président de l'Union des journalistes ivoiriens résidant en France. Ce qu'on appelle en abrégé l'URIF. L'UJIF, l'Union des journalistes ivoiriens de France. L'Union des journalistes ivoiriens de France. Il est le président de cette association donc, qui regroupe tous les journalistes ivoiriens qui vivent en France et qui pratiquent, qui exercent leur métier d'une manière ou d'une autre. Il est lui-même journaliste dans un grand quotidien ivoirien qu'on appelle l'Intelligent d'Abidjan. On reviendra tout à l'heure sur son actualité et il nous dira un peu plus sur son association et avec lui aussi on commentera l'actualité du moment. Merci d'être sur le plateau. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Makaïla Ngebla, c'est l'une des bêtes noires du régime tchadien. Il est journaliste, blogueur. Makaïla, c'est toute une histoire. On aura le temps de revenir dessus tout à l'heure. Makaïla Ngebla, bonsoir. Bonsoir Armaïré. Merci d'être venu. C'est moi qui te remercie et remercie également les intervenants avec moi. Nada, c'est avec ces deux sommités que nous allons aller droit dans l'objectif d'aujourd'hui. Première question à Jean-Paul Oro. On vous a élu président de l'UJIF en grande pompe et mais depuis on ne voit rien apparemment. Non mais justement, pour l'instant... Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de réunion apparemment. Vous savez, quand j'ai pris en main cette organisation, qu'est-ce que l'Union des journalistes ivoiriens de France, en 2014, c'est 7 années après sa création. L'UJIF a été créé en 2007. Donc au bout de 7 ans, il y a eu vraiment un lourd passif. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait et il y a eu énormément de problèmes au sein de cette organisation. Donc à ma prise de mes responsabilités, il fallait régler un certain nombre de difficultés entre nous-mêmes confrères d'abord et un certain nombre de difficultés aussi structurelles liées à l'organisation elle-même et vis-à-vis d'un certain nombre d'autorités françaises et d'autorités aussi ivoiriennes. Nous avons pris attache et contact avec le Conseil national de la presse en Côte d'Ivoire, avec le fonds de solidarité, de soutien à la presse, de développement de la presse, tout ça. Donc c'est tous ces éléments-là que nous essayons de régler d'abord en amont et puis régler peut-être les questions de bureau et autres. Sinon il y a une structure qui travaille. Bientôt nous avons une AG extraordinaire le 14 mars prochain. Nous allons ensemble essayer de mettre à plat toutes nos différentes difficultés entre nos confrères et avec les différentes structures. Sinon aujourd'hui l'UJIF fonctionne. Nous avons des possibilités de formation avec un certain nombre de centres de formation ici en France. Nous sommes en train de les mettre en place, nous sommes en train de ficeler tous ces dossiers-là. D'ici peu, vous aurez toute la batterie et un grand événement à prévoir d'ici le début de l'année 2016. Jean-Paul Oro, ça fait combien d'années de journaliste? Jean-Paul Oro, depuis 98, on dira 16 années. 16 années. Oui. Makaïla Ngebla, une histoire très particulière, quitter le Sénégal, Dada, où vous étiez déjà réfugié, n'est-ce pas? Tout à fait, bon, on n'est pas réfugié, hein. J'étais d'abord exilé d'abord. Exilé au Sénégal, venant de la Tunisie. Qu'est-ce qui ne va pas avec le régime de N'Djamena? Pourquoi vous courez de pays en pays? Écoutez, moi je suis venu dans la profession en tant que blogueur, parce que j'étais d'abord en Tunisie, où j'ai signé des articles dans la rubrique Vous et Nous, comme contributeur à Jeune Afrique. Le régime tchadien a fait une pression sur la Tunisie d'abord. Dans un premier temps, c'était en 2005, on m'a fait expulser de la Tunisie, mais pas vers le Tchad, mais plutôt vers le Sénégal, où le Sénégal, qui m'a accordé l'asile politique, m'a accordé son visa d'entrée, mais sans pour autant me donner en 7 ans un statut de réfugié politique, ni me reconnaître mes activités de blogueur. Après, sur place, je me suis inscrit pour faire une école de journalisme et communication.
à l'issue de laquelle j'ai obtenu une licence en communication. J'ai continué à animer une émission sur la question migratoire à Dakar, dans une radio locale sénégalaise, en animant un blog beaucoup plutôt attrayant qui a attiré l'attention de l'opinion publique, d'abord de mes lecteurs tchadiens et à l'international, des Africains aussi français. Et c'est en ce moment que le régime tchadien, comme vous le connaissez, tout est verrouillé dans ces pays où la liberté d'expression pose problème, où également la société civile n'existait pas. Un pays, ça fait 24 ans que Déby est au pouvoir, sans alternance politique, sans aucune chance à l'opposition, aucune chance à la société civile, aucune chance à une presse indépendante. Qu'est-ce que Déby vous reproche exactement? Mais Déby me reproche tout simplement parce que j'ai révélé des informations assez accablantes sur la gestion de son pays, qui est de son régime. Parce que ce régime, c'est un régime militaire, un régime qui a incarné l'arbitraire total, etc. Et donc, de ce point de vue, comme dans un pays comme le Tchad où tout est fermé, une voix dissidente à l'étranger, ça pose problème. Il fallait le faire. Et c'est cette voix-là qui s'appelle la voix du blog de Makaïla. De Makaïla, vous êtes maîtrisable parce que parfois vous rentrez pratiquement dans la vie de Déby. Vous êtes à l'initiative, je veux dire, de la multiplication d'une vidéo mettant en exergue la famille Déby en plein mariage où on distribuait énormément de billets de banque. Tout à fait. Tout à fait, Armand. Effectivement, cette vidéo qui a été diffusée sur mon blog, reprise par France 24 et qui a fait le tour du monde et qui a agacé parce que c'est vrai, j'ai mis en lumière non seulement les déficits démocratiques de ces régimes, mais également j'ai révélé au monde entier comment dans ces pays la gestion des ressources pétrolières est confisquée par un clan, est confisquée par la famille du président Idriss Déby. Et c'est ce qui a dérangé effectivement le pouvoir en place, et ce qui a dérangé l'entourage du président Déby et qui a fait effectivement, qui a exercé une forte pression sur le Sénégal. Et le Sénégal, grand pays démocratique, a cédé à cette pression et m'a viré du Sénégal en expulsant vers la Guinée-Conakry. C'est déplorable qu'un pays qui se respecte puisse faire ça à un Africain. Évidemment, le Sénégal est un exemple de pays de droits de l'homme, mais c'est vraiment déplorable. C'est un exemple de démocratie en Afrique. Nada? Oui, je suis totalement ému déjà de recevoir ces grandes personnalités du journalisme africain. Tout à fait. Et encore une fois, on voit bien que pour ces personnes-là qui n'ont pas le courage de se taire, ce n'est pas toujours facile de faire face à toute cette pression. Et Dieu merci déjà qu'elles soient en vie, parce qu'il y a atteinte à leur vie à chaque moment. Et pour nous, jeunesse africaine, ces personnes sont des modèles. Parce que l'Afrique a aujourd'hui besoin de voix et de porte-voix. Et donc, merci à ces personnalités d'être venues et de... D'accord. Retombons donc dans l'objectif direct pour aborder le premier point donc de cet objectif direct de ce mois. Boko Haram, secte islamique ou groupe islamique armé? Monsieur le Président. Bon, ça c'est la terminologie, secte islamique, groupe islamique armé, tout ça, c'est... moi, j'ai pour habitude de dire, c'est des groupes de bandits en fait. La notion islamique ne vient que donner un prétexte idéologique ou je dirais religieux à des groupes de bandits, à des groupes de malfrats qui utilisent ce prétexte religieux juste pour terroriser, pour maîtriser une zone, pour contrôler une zone, pour maîtriser les richesses, pour maîtriser les ressources et pour certainement en vivre d'une certaine façon, parce que véritablement ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai, il y a la dimension terroriste et criminel là derrière, mais moi je pense que ce qui motive véritablement ces individus de Boko Haram, c'est plutôt le crime crapuleux, c'est plutôt la volonté de vouloir contrôler une zone, contrôler un secteur pour pouvoir en maîtriser les ressources et pouvoir certainement s'enrichir. C'est plutôt cela que je vois, que ce soit Boko Haram au Nigeria et au Cameroun et certainement aussi au niveau du Soudan. Tout ça là, c'est bon, certainement que nous reviendrons le temps de laisser la parole aux autres, mais pour moi, Boko Haram, je ne m'attarderai pas sur ce type de terminologie, secte ou groupe armé. Pour moi, c'est un groupe de bandits qui utilisent le prétexte religieux pour pouvoir s'accaparer des richesses d'un secteur ou d'une autre dans un pays donné. Bagaïla. Oui, Boko Haram est une véritable menace à Armaïri, donc menace pour le simple fait que un groupe avec une consonance idéologique. Au début, on a cru que Boko Haram avait des revendications politiques. C'est parce que au Nigeria, vous savez, il y a un principe, un accord tacite qui dit que quand le président il est du nord, le premier ministre est du sud. Il s'est avéré que depuis l'arrivée de Goodluck Jonathan au pouvoir, les nordistes
à majorité musulmane ont contesté parce qu'ils ont estimé que le pouvoir allait revenir à un nordiste après la mort du président nigérian. Aujourd'hui, cette revendication politique a pris une consonance, une connotation dangereuse islamique, avec une radicalisation, une ramification au plan sous-régional et international. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, Boko Haram est devenu une menace, non seulement pour la sécurité des Nigériens, une menace pour la sécurité sous-régionale. Et comme vous l'avez vous-même constaté, à travers des massacres que Boko Haram fait, non seulement au Nigeria, dans les pays limitrophes, nous sommes inquiets. La communauté africaine est inquiète, la communauté internationale également. Et aujourd'hui, la secte a pris une ampleur extrêmement dangereuse, attirant l'attention de l'opinion publique en général. Et donc, je pense que il est temps que la faillite est là, parce que les forces armées africaines ont failli, d'abord en commençant par l'armée nigérienne qui a failli à sa responsabilité de sécuriser et de défendre et de sécuriser d'abord les Nigériens eux-mêmes. Aujourd'hui, la secte a pris une dimension telle que ça attire l'attention sous-régionale, ça attire l'attention internationale et occidentale. Donc la menace est là, il faut comment trouver une solution pour éradiquer ou mettre terme à cette secte, parce que ça devient une menace. Tout en nous inclinant devant la mémoire des 400 victimes du village de Fotokol dans le nord Cameroun qui ont subi la furia de ce groupe islamique armé, est-ce qu'il y a véritablement des moyens aujourd'hui pour lutter contre Boko Haram? Oui, il y a des moyens pour lutter contre toutes sortes de groupes armés, véritablement, qui existent. Il y a des moyens, mais comme je le disais tout à l'heure, Makaïla, Boko Haram aujourd'hui certainement est beaucoup plus puissant, est beaucoup plus armé, a beaucoup plus de moyens. Donc Boko Haram existe depuis longtemps au Nigeria. Et puis le prétexte religieux, bon, c'est un prétexte parce qu'aujourd'hui, le Niger est un État fédéral. Il existe dans certains États du Nigeria où la charia est acceptée. Donc véritablement, ça ne pose pas de problème. La question de la loi islamique imposée, ça existe dans certaines régions, dans certaines zones du Nigeria. Ça ne pose pas de problème. Je pense que le prétexte de l'arme, le prétexte du crime, pour moi, il y a derrière un destin inavoué qui est tout simplement le fait de pouvoir gagner des ressources, gagner des richesses, pour certainement se développer, avoir d'autres visions. Maintenant, pour lutter contre cela, pour lutter contre une bande armée, il faut avoir des éléments pour lutter contre ça, c'est-à-dire le renseignement, se renseigner pour savoir où ils sont, d'où utilisent leurs ressources, et puis véritablement les toucher là où ça fait mal, c'est-à-dire où gagnent de l'argent, parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé au Cameroun. Le Boko Haram du Cameroun n'a rien à voir avec le Boko Haram du Nigeria. C'est deux groupes certainement qui ont... Boko Haram est devenu, moi à mon sens, c'est une franchise, sinon je ne pense pas que ce soit les mêmes un peu comme Al-Qaïda, quoi. Voilà, c'est une franchise, un groupe de bandits célèbres là-bas. Je pense que c'est ce groupe qui, honnêtement, qui avait fait son opération, la famille française qui avait été enlevée, je crois, il y a à peu près 2 ans au Cameroun, certainement qui ont pu s'enrichir de la rançon qu'ils ont eue, parce que la rançon a été payée pour la libération de cette famille. Ils sont enrichis, aujourd'hui ils sortent avec des chars, c'est qu'ils ont certainement eu des moyens, et s'ils arrivent à acheter ces armes, nous savons qu'en Afrique, il n'y a pas encore d'industrie d'armement. Donc cette arme-là, ils ont acheté quelque part avec les Occidentaux, qui évidemment, donc il y a des systèmes de renseignement, il y a des possibilités. Il faut que si on trouve cela, on touche là où ça fait mal. L'argent n'est pas dans des coffres, ça ne traîne pas quelque part dans des cases ou bien dans la brousse là-bas, c'est dans des comptes qui existent au Nigeria, au Cameroun, au Soudan et même en Libye. Tout ça là, c'est des réseaux, il faut toucher là où ça fait mal. Ou je pense que lorsqu'on touche là, comme lorsqu'on a touché des grands cartels de la drogue, on a touché là où ça faisait mal, on a pu déstabiliser, on a pu démanteler un certain nombre de cartels. Lorsqu'on touchera là où ça fait mal, c'est on touchera l'argent du terroriste, vous verrez que tout de suite, il y a un certain nombre de choses, la question de... Parce que ces soldats là, il faut les entretenir. On les entretient avec de l'argent, de la nourriture, avec plein de choses. Quand ils ont besoin de femmes, ils vont rapter un peu et puis ils ont... Voilà, pour moi, à mon sens, il y a des possibilités de combattre cela. L'Afrique a les moyens, les Occidentaux ont les moyens. Il suffit tout simplement, avec les renseignements, de toucher là où ça fait mal. Je pense qu'on y parviendra. Objectif direct, mesdames et messieurs, nous sommes avec Makaïla Ngebla, blogueur, journaliste tchadien, et Jean-Paul Oro, président de l'Union des journalistes ivoiriens de France. Makaïla, la lutte contre Boko Haram fait monter en puissance un monsieur qu'on appelle Idriss Déby Itno, qui se présente aujourd'hui comme le gendarme de la zone C à Kemem Semak. Oui, c'est une excellente question, Armaïré. C'est vrai, je peux revenir à la question que tu as posée.
comment contenir Boko Haram. L'armée nigérienne devait elle-même contenir Boko Haram depuis longtemps, quand on savait très bien que comment cette armée nigérienne a réussi à intervenir en Sierra Leone, au Libéria, comme force de maintien de la paix. Et qui, curieusement, avec les moyens qui disposaient le Nigeria, les moyens financiers, je veux dire, les moyens militaires, cette armée aujourd'hui défaite par Boko Haram, on fait une transition vers comment cette secte a réussi à avoir des armes, comment cette secte a réussi à avoir des moyens colossaux, moyens militaires pour lutter contre, ou bien défaire, je dirais, l'armée nigérienne. Aujourd'hui, la question se pose sur l'intervention ou l'interventionnisme d'un homme qui s'appelle Idriss Déby, dont vous avez cité. Et effectivement, malheureusement... c'est pas moi qui le cite, hein, si on remonte un peu l'itinéraire... Il est impliqué dans la lutte, il est au front. Exactement, il est au front, il était au Mali, il était en Centrafrique, il est aujourd'hui à Yaoundé, au Nigeria, un peu partout. Et tout à l'heure, Jean-Paul disait que comment Boko Haram finançait sa lutte. Donc si on voit l'itinéraire, comment Boko Haram parvenait à avoir des armes, il y a la Libye, il y a le Soudan, le Darfour, comme vous savez, ces zones sont de poudrières. Après la chute de Gaddafi, les armes qui étaient dans les casernes de l'armée libyenne ont été éparpillées un peu partout dans le Sahel. Boko Haram ayant des moyens, avait une ramification internationale avec des pays du Golfe. Je vais citer quelques pays, sans pour autant les citer. Cette secte a réussi quand même à s'approvisionner des armes à partir de certains marchés nébuleux comme le marché de Darfour, à partir des zones nébuleuses comme le sud libyen. Aujourd'hui, les moyens de Boko Haram ont inquiété l'armée nigérienne, défaire l'armée nigérienne, et je pense qu'il est possible de la contenir. D'où Idriss Déby, étant un stratège, étant un militaire, il sait très bien qu'il a réussi, à travers l'argent du pétrole tchadien, à armer son armée à lui, il a avoir une armée clanique acquise à sa cause. Monsieur Déby, qui a réussi à faire douter les Français qui l'ont amené déjà au pouvoir, ce Déby-là, à travers son intervention au Mali, a réussi à séduire tous les Africains. Il a réussi à séduire effectivement les Européens. Vous savez que l'Union européenne a accordé au Tchad 420 millions d'euros l'année dernière dans la lutte, dans la stratégie globale de lutter contre le tourisme dans les Sahel. Et aujourd'hui, Déby, sachant que son armée a réussi à repousser au Mali les groupes djihadistes, il intervient aujourd'hui au Nigeria dans le but effectivement de verrouiller tout ce qui se passe actuellement au Tchad. Il intervient surtout au Cameroun où Biya est carrément débordé. Makaïla, il vous reste juste 2 minutes hein, parce que est-ce que Idriss Déby n'est pas en train de réussir à éradiquer, je me le permets, le terrorisme et Boko Haram de la zone sahélienne pour certainement l'éloigner de celui et puis l'introduire vers le bassin du Congo et certainement au Cameroun aujourd'hui et puis voilà. Mais il faut donc Idriss Déby d'une certaine façon, lui il réussit ce qu'il est en train de faire. Je souhaiterais qu'on jette un regard croisé sur la gestion locale du régime Déby qui effectivement par cette même armée tchadienne, malheureusement cette même armée tchadienne a réprimé, a fait disparaître des opposants, a fait disparaître des gens de la société civile. Pour l'instant, nous sommes... Makaïla, on est là, oui, ça c'est vrai, c'est le problème. Mais il faut dire que Déby est, comme on le dit, en position de force et aujourd'hui est... Il est en train de réussir ce que l'Afrique dans son ensemble n'arrive pas à faire. Mais justement, mais ça ne peut pas aller à contresens des valeurs démocratiques que souhaitaient aussi les Tchadiens. Malheureusement, nous on est d'accord, si l'armée africaine, au niveau africain, on avait une armée à dimension continentale, on ne serait pas revenu à demander à l'armée tchadienne à intervenir tel ou tel. Aujourd'hui, Déby, il masque à travers son intervention ce qui ne va pas au niveau local. Parce que figurez-vous, ça fait 24 ans qu'il est au pouvoir, ça fait 24 ans qu'il est Ok, on aura compris Makaïla. De toute façon, N'Djamena et Makaïla, ils ne sont pas toujours en odeur de sainteté. On comprend quand même que la montée en puissance de Déby peut éventuellement créer en interne, peut faire de lui un roitelet en interne et envoyer pas mal de choses. Nada? Non, j'ai une question. Pourquoi l'Union africaine ne soutient pas Idriss Déby pour cette lutte? Et Boko Haram, réellement un groupuscule de terroristes ou un groupe mis en place ou une stratégie en fait de déstabilisation de l'Afrique? Parce que dans un endroit où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas la sécurité, les personnes ne peuvent pas penser au développement de cet environnement. Est-ce que Boko Haram n'est pas mis en place? Quand on voit que dans des vidéos aujourd'hui sur YouTube par l'Occident, je vais le citer, désolé, quand on voit dans des vidéos de Boko Haram des chars de l'ONU,
on se pose des questions. Est-ce que c'est pas des fakes? Est-ce qu'on a les preuves palpables qu'aujourd'hui... Boko Haram peut être un groupe instrumentalisé dans le but effectivement de maintenir une pression sur le Nigeria, connaissant que le Nigeria est un pays pétrolier. Et les Occidentaux, comme elle a dit... Le Nigeria est devenu la première puissance économique. Tellement que Boko Haram, Nigeria et Cameroun bénéficient certainement du soutien, de l'aide logistique en soumet d'un certain nombre de groupes privés. Mais pour l'instant, parler véritablement de structures d'État, de services secrets d'un pays ou d'un autre, vraiment, j'ai du mal à souscrire à ce type de thèse, mais je suis convaincu que ces organisations-là ont des soutiens particuliers. D'accord, merci. On aura compris, Boko Haram est un groupe islamique armé qui donne du fil à retordre aujourd'hui à pas mal de pouvoir dans la sous-région. C'est pourquoi, au sorti du sommet de Yaoundé qui vient de se dérouler il y a quelques jours et qui a permis de dégager une ligne idoine de lutte et d'ensemble de lutte contre Boko Haram, on espère que ce sera du passé dans quelques moments. Objectif direct, donc, fin donc de cette première question à débattre aujourd'hui. Avant le baromètre de Nadab, dans quelques minutes, entamons la deuxième discussion de ce soir qui parle du classement de la presse en Afrique et de la liberté de la presse en Afrique au vu du classement 2015 de Reporters sans frontières qui vient d'être édité il y a quelques jours. Vous avez tous lu le classement? Non, pas vraiment. Vous l'avez tous vu? Moi, je l'ai lu. Vous l'avez un peu vu. Quel est le premier pays africain en termes de liberté de la presse? Mais écoutez, il y a la Somalie qui toujours cracole au niveau de... se cramponne au niveau de... J'ai cru que c'était la Namibie. Mais écoutez... Ce que je remarque, c'est qu'il y a des pays qui ont grimpé de manière exponentielle. On va revenir à Jean-Paul Leroux, le cas de la Côte d'Ivoire, qui a gagné plus de 20 places, qui a la 86e place dans la zone orange, mais qui a quand même gagné plus de 20 places. Mais en même temps que cette sorte de progrès est observé, à Abidjan, aujourd'hui, on annonce l'arrestation d'un directeur de publication au moment où... Oui, mais justement, au moins, Amaye, tu fais bien de signaler que c'est un progrès. Au sorti de la crise post-électorale en 2011, la situation de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire était dramatique. Et donc aujourd'hui, peut-être 3-4 ans après... C'est pas les journalistes qui ont pris les gens. Oui, mais aujourd'hui, la presse, vous connaissez la situation, tous les journalistes ne pouvaient pas écrire ou dire ce qu'ils voulaient à un certain moment. Donc aujourd'hui, après 3-4 ans après, aujourd'hui, d'une certaine façon, la presse en Côte d'Ivoire a retrouvé, je dirais, sa verve d'une certaine façon. Mais je crois qu'il y a encore des progrès à faire. Comme vous venez de le signaler, il y a un directeur de publication qui vient d'être arrêté. Il y a encore la peur au niveau de certains journalistes eux-mêmes qui se sont censurés sur un certain nombre d'éléments. Je pense que petit à petit, les choses viendront, je pense que cela est lié même à l'atmosphère générale en Côte d'Ivoire. Les journalistes, j'ai tendance à le dire, les journalistes ne sont pas des surhommes. Ils sont des citoyens comme tous les autres. Ils partagent les mêmes crispations, ils partagent les mêmes tensions, ils partagent le même traumatisme. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont vécu un traumatisme qui est assez particulier, qui dans leur histoire, dans l'histoire des Ivoiriens, qui n'avaient pas connu. Donc ce traumatisme, pour certains Ivoiriens, c'est tellement un retranchement, un repli, une sorte de peur, donc aujourd'hui, les journalistes, eux-mêmes, dans l'exercice de leur métier, ils réagissent, ils ressentent ça. Mais je pense qu'ils ont bien envie d'écrire, mais si il y a par exemple, quand tu prends le cas ivoirien avec un CNP omniprésent qui use toujours de subterfuge d'une manière ou d'une autre pour annuler les velléités d'indépendance. Vous savez, je vais rappeler un fait tout à l'heure. Voilà. Vous avez votre journal n'échappe pas souvent je vais revenir sur les questions. Donnez-moi 30 secondes. Vous savez, tout à l'heure, il s'est déroulé lors du traitement de l'information concernant la tragédie des attentats ici en France au mois de janvier dernier. Le CSA vient de produire un communiqué où le CSA a pratiquement sanctionné tous les médias, TF1, France 2, toutes les radios pratiquement. Mais ils se sont réunis pour la première fois dans l'histoire des médias français. Tous ces médias sont réunis, ils ont fait un communiqué, ils ont dit au CSA, vous n'êtes pas là pour nous apprendre, mais vous n'allez pas nous donner des leçons de journalisme. Pourtant, nous savons comment les journalistes, les médias français ont traité un professionnel cette question, parce que pour le CSA, ils en ont trop parlé, ils ont fait 53 heures de direct, c'était un peu trop, ça soyons sérieux. On ne peut pas vous dire la question pour revenir sur la question du CNP. Le CNP, à force d'avoir les mains
tellement propres, à force d'avoir de vouloir avoir des journalistes aux mains tellement propres, le CNP risque de créer des journalistes qui n'ont pas de main. Même si en temps, la question du clin d'œil au pouvoir à chaque prise de décision est toujours d'actualité. Vous savez, nos structures, agissons de sorte à améliorer nos structures, nos organisations que nous mettons en place, nous les hommes. Très souvent, elles sont liées au pouvoir, très souvent, elles sont rattachées au pouvoir, pas par leur fonctionnement, pas de façon structurelle, mais pas par la gestion de leurs hommes. Et c'est ça le danger. Le jour que ces structures, ces organisations seront dirigées par des hommes qui véritablement épousent ou bien qui ont en eux le sens de ce pourquoi ils sont là, c'est ça. Sinon, structurellement, le CNP en Côte d'Ivoire, le CNP n'a pas une structure pour ça, mais ceux qui le dirigent, très souvent, ils ont envie de faire plaisir à un certain nombre d'autorités, donc ils ont des comportements, des attitudes qui ne répondent pas à les fonctions qui leur étaient dévolues au départ. Bon, voilà. Makaïla, le Tchad est carrément dans le noir. Bien sûr, le Tchad a été toujours dans le noir depuis plusieurs années. Pratiquement, vraiment dans le noir. C'est une régression totale en fait. On n'a jamais avancé depuis longtemps et la position aujourd'hui méritée par le Tchad reflète que dans ces pays-là, la presse est complètement muselée. Dans ces pays-là, il n'y a aucune émergence d'une presse indépendante. La preuve est qu'il y a des journalistes, un journaliste de la RNT, Radio Nationale de Télévision tchadienne, qui a disparu, ça fait 8 mois, et que des journalistes qui sont des reporters journalistes en mission ont été enlevés, battus, et RSF en est conscient. Mais je pense que le classement actuel de RSF devait être beaucoup plus engagé sur le Tchad, parce que le fait que le Tchad occupe 139, 151, je pense que ça ne reflète pas objectivement la situation réelle du pays. La presse au Tchad n'existe pas du tout. La presse qui existe, c'est celle qui est en ligne et qui est mise à l'étranger. Et la presse locale est une presse complètement... La presse existe, mais c'est la liberté de... Exactement. Si cette presse existe, elle est, de mon point de vue, neutralisée. Et la presse qui existe et qui vit, c'est celle qui est beaucoup plus proche du pouvoir. Donc je pense que j'en appelle à Reporters sans frontières de réviser un peu le classement, de faire en sorte que le Tchad soit un des pays liberticides, un des pays où la liberté de la presse est encore menacée et que les journalistes ne travaillent pas de façon objective et en toute liberté d'expression. Mais en quoi est-ce que ce tennis est important pour la visibilité ou bien pour la fréquentation d'un pays véritablement? Parce que ce genre de classement, où il faut se poser la question de savoir l'intérêt de ce type de classement, ça sert à quoi? Aujourd'hui, la Chine est un pays considéré par les Occidentaux comme le plus antidémocratique du monde. Mais pourtant, nous voyons les Occidentaux aller plein en Chine, ça ne les intéresse pas les questions de droits de l'homme. Quand, comment on appelle ça, Valls va se promener en Chine, il va faire des affaires, il n'a rien à faire des questions de droits de l'homme. Au Tchad, dans ce type de statistiques et de classement, ça sert à quoi exactement? Oui, mais ce que je veux dire, en tant que vous êtes journaliste, vous n'allez pas quand même qu'on sorte de ce type de statistiques, de ce type de classement qui n'apporte rien et qu'on rentre dans l'action directe, qu'on rentre dans l'action véritablement. Voilà une question d'un journaliste de la radio-télévision nationale tchadienne qui a disparu depuis 8 mois. Et RSF fait quoi? Exactement. Pourquoi on ne fait pas des campagnes de communication, des campagnes de publicité pour savoir où il est passé celui-là? C'est justement pourquoi je ne suis pas en train de défendre RSF, mais je veux dire que des campagnes sont entreprises de temps en temps et le classement RSF n'est pas un classement d'ordre économique ou politique, c'est le classement de la liberté de la presse dans chaque pays. C'est une question des droits de l'homme. C'est une question des droits de l'homme, donc c'est même chose que le classement. C'est pareil que le classement d'Amnesty ou de d'autres organisations de droits de l'homme. Ça sert à quoi? Le Tchad est l'un des pires pays où les journalistes n'ont pas droit à la parole, mais aujourd'hui le Tchad est l'un des partenaires les plus importants de la France. Évidemment, mais c'est ça aussi la question. C'est l'ambivalence, c'est ça aussi la question qu'il faut régler. Je comprends parfaitement votre point de vue. Pour avoir une certaine visibilité. Je comprends parfaitement votre point de vue, mais si nous allons libérer cette question en demandant. Nous allons donc passer sur cette question. Non, nous ne sommes pas passés dessus parce que nous l'avons quand même assez débattu. Mais on laisse saluer quand même les pays qui font des efforts pour améliorer éventuellement les conditions de travail des journalistes, tels que le Ghana, tels que la Namibie et certains pays. Mais pour revenir à vous en 30 secondes, la France est classée 38e dans ce classement quand même. Oui, mais justement. Donc il y a problème. Il y a des nations considérées comme des nations des droits de l'homme qui ont un classement qui sont... De notre point de vue, la France ne peut pas être un modèle et référent d'une presse. Elle n'est pas la seule. La France n'est pas le seul pays.
sont connus pour comme les libertés les plus libres. Et en avance par rapport à la France, on Voilà. sait qu'il y a des restrictions. En tant que journaliste, on le sait, il y a des restrictions à la liberté d'expression en France aussi, à des géométries variables. Et c'est condamnable cette situation. Je pense que les Français doivent améliorer. Et puis la question de la liberté de presse aussi, elle doit être structurelle et constitutionnelle. Hein. Comme on l'a dit dans les pays scandinaves et dans les pays du Nord. Là-bas, la protection de la source, elle est constitutionnelle. Aucun juge ne peut demander à un journaliste de lui donner ses sources. Absolument. Donc ici en France, si un journaliste arrive devant un juge, le juge peut lui demander de donner sa source sur l'information qu'il a. Donc il y a France limite. Donc tous ces éléments sont pris en compte dans le classement de la liberté de presse dans un pays. Les pays scandinaves, la liberté de la protection de la source est constitutionnelle. On ne peut pas l'arracher à un journaliste. Merci, chers invités. Amis téléspectateurs, comme vous pouvez le voir, le débat est relevé aujourd'hui. Nous, au niveau de... Nous marquons une pause pour passer à une rubrique que nous avons instituée dans cette émission. Voilà, c'est le baromètre de Nada. Nada, c'est cette jeune dame qui s'essaie à l'animation et à la présentation d'émissions, qui, comme vous le voyez, intervient assez judicieusement dans le débat. Nada, bonjour. Bonjour Armand. C'est donc la rubrique de Nada qu'on appelle le baromètre de Nada, amis téléspectateurs. Amis blogueurs, c'est le baromètre de Nada. Le thème d'aujourd'hui porte sur la liberté d'expression en Afrique et notamment du statut de journalisme africain. Je me suis demandé, après la marche de Charlie ici en France, mais nos dirigeants africains sont-ils réellement des Charlie, des Charlots ou des charlatans? Actuellement, nous avons entendu parler du journaliste gabonais Jonas Mulenda, qui aujourd'hui est exilé en France, qui a failli être assassiné, notamment dans sa fuite de Libreville vers le Cameroun et ensuite vers la France. Mais réellement, quand on sait que notre président Ali est venu marcher pour Charlie, mais la liberté d'expression, où est-ce qu'elle est concrètement? Et je pense encore à un autre journaliste, cette fois-ci béninois, il s'appelle Osias Sonouvou. Osias a interpellé Yahi Boni, le président de la République, sur la question de la liberté d'expression des chaînes, notamment au Bénin. Et actuellement, il n'est plus programmé sur les chaînes nationales, sur la chaîne nationale, parce qu'il demandait tout simplement qu'il y ait un peu plus de liberté, notamment sur des débats vrais, intellectuels et intelligents. Est-ce que c'est une raison valable pour un Charlie d'interdire que ce journaliste exerce? Enfin, je me pose juste des questions. Sur le baromètre encore, la question de Stéphane Tiki. Non mais, l'adage qui dit qu'impossible n'est pas camerounais porte bien son nom, quoi. Notre jeune frère africain de 27 ans se retrouve président des jeunes UMP et il n'a pas de papier. Non mais mon frère, comment tu as milité pour lutter contre le droit de vote des étrangers et tu n'as pas de papier? Ah, enfin, il pensait être déjà français avant même l'heure. Mais vraiment, impossible n'est pas camerounais, quoi. Non mais. Un dernier point. Dominique Strauss-Kahn n'a pas été condamné. Enfin, il a été relaxé sur la question du carton. Non mais allô. Est-ce que c'est parce qu'on est prostitué qu'on n'a plus de droits humains? Qu'on n'a plus le droit, en fait, de défendre sa pudeur, de défendre sa personne, d'être protégé par l'État, par la justice. Aujourd'hui, peut-être que la justice ne concerne pas les personnalités hautes placées. Enfin, je me pose des questions, tout simplement. Et donc, à la fin de ce baromètre, nous allons parler un peu de sport. Parler, en fait, des supporters de Chelsea. Non mais Chelsea, vous venez à Paris, une ville multicolore, une ville multiculturelle, et vous empêchez un noir de monter dans un métro. Mais allô, vous croyez où? Et j'espère vraiment que la France ne laissera pas passer ça, parce que le racisme, nous en avons marre. Les noirs ont le droit de vivre et de partager tout avec tout le monde. Alors s'il vous plaît, laissez un peu de place aussi aux noirs, quoi. On a le droit de monter dans les RER et les métros. Merci. Voilà, dernière ligne droite donc de cette émission après le baromètre de Nada, je le disais tantôt. Eh ouais, c'était un vrai baromètre, Stéphane Tiki.
Impossible n'est pas camerounais. Voilà. De toute façon, le Cameroun a d'autres chats à fouetter actuellement. On va juste, parce que le réalisateur s'arrache les cheveux compte tenu du fait qu'on a un peu dépassé le timing. Rapidement, le dernier point de ce soir, c'était le scandale SwissLeaks. Un petit mot là-dessus quand même. Il s'est retrouvé des Africains dans cette fameuse crise comment on va dire ça, ce scandale de blanchiment d'argent d'une banque suisse. Fraude au fisc. Les Africains, moi ça me surprend pas. C'est pas nouveau, ça fait pratiquement, je dirais, excusez-moi du terme, malheureusement de ma culture. Nous Africains très souvent avons exporté nos ressources. Bon, en même temps, du côté des Occidentaux, surtout des Français qui ont tendance à nous donner des leçons de bonne gouvernance, je dis bon, j'ai envie de dire allô quoi. Allô quoi. Moi je partage actuellement, mais la Suisse a été toujours connue comme un pays d'évasion fiscale, et aujourd'hui les Africains en sont effectivement le promoteur de cette évasion fiscale, et je pense que maintenant il faut jeter un regard croisé sur la gestion aussi calamiteuse des pays européens qui nous donnent souvent des leçons, alors qu'eux-mêmes ils ne sont pas exemples de bonne moralité quoi. Donc personne n'est blanc parce que tout le monde blanchit. Absolument non. C'est ça même. Tout à fait. Tout à fait. Mais Armand, tu peux être slammer. Ah bon, bah d'accord, oui. je vais ajouter une autre corde dans mon arc alors. Téléspectateurs, amis du web, amis d'Objectif Direct, c'était une autre émission de votre, c'était une autre, on va dire, non, donnez-moi le mot, pardonnez. Ça commence à bien faire là. Merci, on y va, on va conclure. Amis téléspectateurs d'Objectif Direct, nous sommes véritablement à la fin de ce top numéro. Magaïla, le retour au Tchad, c'est pourquoi? Écoutez, tant qu'il est bien au pouvoir, on est toujours dans l'opposition, en exil. Oh, le pauvre. Président, vous avez une assemblée générale bientôt pour le 14 mars. Mais je souhaite que la démocratie revienne, que la démocratie s'installe au Tchad pour qu'il puisse rentrer dans son pays. Pas forcément que Idriss Déby parte. Ouais. Si Idriss Déby part, peut-être un autre, il peut avoir un autre aussi qui va arriver, qui va faire pratiquement peut-être même pire. Ouais. Magaïla, très sympa. Nada était là avec nous, avec son fameux baromètre. On revient pour la prochaine fois encore. Nada? Bien sûr. On a été heureux de présenter ce numéro. Bonsoir à Yaoundé, bonsoir à Abidjan, bonsoir à Libreville, bonsoir à Bamako, bonsoir à N'Djamena, une ville que j'aime beaucoup. Dakar, salut à toute l'Afrique, salut à Dakar et merci à Pietro d'avoir réalisé cette émission. Prochain enregistrement, avec la grâce de Dieu, on se retrouvera au Kikis, dans ce superbe endroit situé au 9 de la rue d'Empire qui nous offre gracieusement son local pour éventuellement donner un coup de pouce aux jeunes promoteurs africains qui innovent et qui osent. Cette émission s'achève donc définitivement par ma voix. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Marisa.